qu'on se retrouve, Richard. Ça fait un certain temps. N'est-ce pas? La scène, en italien, l'Ultima Cena, soit le dernier souper de Léonard de Vinci, peinture murale à la détrempe, dite tempera, 4,60 m par 8,80 m tout de même, réalisée entre 1495 et 1498 pour le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria del Grazie à Milan, qui était considéré pendant longtemps comme un des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci. Nous en connaissons un autre, mais ce soir, nous allons nous intéresser à celui-ci. Dernier repas que le Christ prit avec les 12 apôtres le soir du jeudi saint, avant la Pâque juive, peu de temps avant son arrestation, la veille de sa crucifixion, soit 3 jours avant sa résurrection. L'œuvre a été peinte dans le réfectoire d'un couvent pour nourrir l'âme des moines, à mesure peut-être que leurs panses s'épaississaient. En peu de temps, la fresque s'est dégradée à la vitesse d'un aliment ingéré, au point que d'innombrables restaurations ont été nécessaires pour ne pas la voir disparaître totalement. Certains se réjouissent d'avoir vu le chef-d'œuvre sauvé. D'autres s'insurgent de ne plus rien voir du génie du maître. L'histoire s'est écrite jusqu'à Andy Warhol. La scène a été copiée, reproduite, démultipliée. Il ne reste plus que la fable du visible et de l'invisible pour trouver une issue possible en reprenant sa trajectoire à l'envers. Alors, Alain Jacques, à table. À table, Richard. Les lunettes d'Andy Warhol sont des fenêtres par lesquelles il a observé son époque se débattre dans un mouvement de massification et d'uniformisation des modes de vie. Dans les années 60, on baigne dans la fascination devant les prestiges du progrès technique. On peut dire du confort. On peut dire dans la vénération d'une forme nouvelle de sacré, le sacré de la pop culture. Au cinéma, le sacré de la bombe atomique, le sacré de la télévision. Bon, après, il y aura Internet. Mais Andy Warhol reproduit la scène tout comme il a reproduit Marilyn Monroe. Tout se vaut dans cette standardisation pop du monde. Tout ce qui possède un côté visible peut être démultiplié industriellement et commercialement. Et tout se retrouve au même rang. Tu as oublié de préciser c'est à la fin de sa vie, que Warhol, le roi du pop art, entame une énième suite sérigraphiée en prenant cette fois comme sujet le dernier repas retranscrit d'une façon magistrale par Léonard de Vinci dans la scène. Un sujet qui semblait intouchable, et Warhol en réalisera une centaine de déclinaisons, comme autant de marchandises. D'emblée, face au modèle unique peint à la fin du XVe siècle, et qui ne doit son existence actuelle qu'à de nombreuses restaurations, nous restons frappés par cette boulimie et par les choix déconcertants proposés par l'artiste. C'est notamment le cas de cette version projection Dove, qui est traversée par une colombe qui reste, par son détournement, le logo d'une marque de savon dont nous connaissons désormais le prix. Warhol associe cette icône de la Renaissance et de la mémoire collective à un produit commercial. Ironise-t-il sur le fait que dans une société post-industrielle, l'homme contemporain ne croit plus en rien, si ce n'est en l'obsolescence de toute chose. L'homme n'a plus faim de spiritualité et voit d'ailleurs le monde avec faim, F-I-N. Quel triste constat que le corps et l'esprit soient si faibles pour être ainsi phagocytés par le consommable. On peut dire là que Warhol opère ou rejoue une sorte de trahison des images, puisqu'il ne leur accorde aucune hiérarchie. Dans la société qu'il décrit par sa peinture, assez rapidement, tous les sujets se valent. Oui, l'image se démultiplie à l'excès.
Elle anéantit tout aura de la pensée, de l'intelligence, de la réflexion et comme peut-être de la foi au sens large. Je crois que l'homme, d'après lui, ne semble plus penser par lui-même. Il ingère ce que la société lui pose dans l'assiette. De la monstruosité d'un accident de voiture, comme il a pu le peindre, à l'indigeste soupe froide. Je vois de quoi tu veux parler. Tu parles de cette boîte de soupe. Tiens, d'ailleurs, il me semble qu'il manque quelque chose Il nous manque sur un cette élément, table. un élément. Il nous manque un nous élément. essaye, naturellement. Cette boîte de soupe, Il faudrait qu'elle arrive. il faudrait qu'elle arrive, mais quelle est sa valeur? Apparition. Merci. Merci, jeune homme. L'image du sacré a été trivialisée par sa démultiplication. Et l'image du banal, du consommable, a été sacralisée par son injection dans le monde de l'art. Oh, formidable opération de l'art, dans sa capacité à multiplier la plus-value, finalement, jamais atteinte jusqu'alors. Une boîte de soupe, une œuvre d'art. Quel constat. Étonnant. Dis donc, si l'on se consacrait, si je puis dire, un petit peu à cette scène, est-ce que tu as remarqué le signe de la colombe? Oui, on l'aperçoit discrètement. Il me semble que ça pourrait être le Saint-Esprit. Naturellement, c'est parfaitement lisible. Alors voici le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe pop, rose, près des cheveux des apôtres, 59 $, rose savonneux. Penses-tu qu'on va laver les cheveux des apôtres avec? Pourquoi pas? Je pense que ça s'imposerait naturellement. Alors est-ce que c'est de l'art sacré? Est-ce que c'est de la publicité? En attendant, on pourrait nous dire que l'artiste donne faim. Notons qu'il se nourrit lui-même au passage. Il gagne son pain. En servant la soupe au monde qui la lui demande. Il faut nourrir les masses. Elles ont faim de ces représentations ointes, de ce qu'elles vivent de plus trivial. La soupe en témoigne. Je te vois venir, tu parles bien entendu d'alimentaire. Pour autant, cette soupe ne ment pas. Ne mérite-t-elle pas d'être élevée à la dignité d'œuvre d'art véritable, dans finalement l'ordre d'un monde où manger et être mangé demeure la loi? Là, je peux quand même me poser la question de savoir si on n'est pas dans le détournement de sens au plus littéral du terme. Eh bien, il me semblerait plutôt qu'il s'agit d'une saturation de sens. Tout comme il y a une saturation de lumière, d'image, tout comme il y a des saturations chromatiques, ça déborde. Chacun son job. À la factory, on élabore des produits imaginaires qui nourrissent la faim de sacré. On donne du Jackie Kennedy ou du Marilyn Monroe. Est-ce que c'est le cahier des charges de la factory? Donner faim, offrir le prestige du quotidien à chacun, élever le banal, le glorifier. Au fait, je dois te dire une bonne chose tout de même. J'ai faim. Moi aussi. On ouvre la boîte. Ça sera la deuxième fois. C'est vrai. Mais, tu es sûr que c'est de la soupe qu'il y a à l'intérieur de cette boîte? Alors, je vais faire une vérification immédiatement. C'est écrit. Tomato soupe. C'est donc incontestable. Ce produit industriel ne saurait mentir. Bon, moi je pense quand même qu'on ignore fondamentalement le contenu de cette boîte de soupe. Après cette sacralisation, à quoi peut-on s'attendre? Je te rappelle quand même que nous ne sommes peut-être pas à notre premier sacrilège. Après notre chère amie la laitière, que nous dégustons régulièrement, sous la forme d'un yaourt. Je te vois venir. Tu veux donc réduire cet objet d'art qui coûte une fortune à un simple objet alimentaire? Tu voudrais peut-être réaliser une transgression, un sacrilège, c'est-à-dire passer du symbolique au réel? Donc on va se l'autoriser une deuxième fois. Je pense que nous pouvons. Il y en a à qui ça a coûté cher. C'est vrai, certains ont payé À le toi. prix fort. À toi le privilège. Qui me permet donc d'ouvrir cette prestigieuse Campbell Soup. Tu noteras que cette fois-ci on n'en ouvre qu'une seule. C'est vrai. La Campbell Soup, mais quelle est la vraie? Je l'ouvre. Ouvre-la. Je me risque. Risque-toi. Je le fais. Note que je ne vais pas me contenter de l'ouvrir, que nous allons devoir la goûter une deuxième fois. L'idée nous a traversé de la goûter chaude, mais non.
Non. Restons intégristes jusqu'au bout. Non, de toute façon, Andy Warhol en a mangé pendant 40 ans. Alors on peut bien en manger 2 fois froid, nous aussi, hein, pendant quelques instants. Me permets-tu de te servir? Je t'en prie. Alors comme les us et les coutumes varient avec le temps, je vais le servir à l'américaine. À l'américaine. Hein? Allez, Merci. Mince, Je t'en laisse la moitié. à peu près. Enlevons cette formidable. Et voici la vraie, même avec l'embout dessus. Heureusement que nous sommes bien munis. Bien, la première fois, nous nous étions pas laissés aller d'abord à une analyse plastique de la chose, qui a quand même cette dimension très sculpturale. Elle semble tenir. La question est de savoir si elle tient au corps. Quel mouvement opère-t-elle? Alors elle tient, c'est un fluide, je dirais, c'est un magma. Assez dense, assez épaisse. Elle est épaisse. Consistante. Elle tranche avec ce bleu, qui me rappelle quelques souvenirs d'ailleurs. Absolument. Elle est en relief, Allez. mais après tout, nous y sommes. Richard, si je puis me permettre, peut-être qu'un petit verre de vin Oui, peut-être. l'accompagnerait volontiers. Alors, encourageons-nous d'une part, et ensuite soignons-nous de Allez, l'autre. c'est moi qui vais te servir cette fois-ci. Conservons les us et les coutumes européennes alors. Servons-nous mutuellement. Toi, tu ne te protèges pas, car tu n'as pas Non. peur des éclaboussures. Non, je ne crains pas les éclaboussures. Je te remercie. Voilà. Nous sommes parés. Je crois que nous sommes prêts. Tentons le deuxième sacrilège. Je lève mon verre en l'honneur de l'art. À Andy Warhol, À Andy Warhol qui nous a fait bien patienter. et à toutes les nourritures spirituelles, finalement. Je pense que parmi les personnes qui assistent à la scène, beaucoup peuvent se poser la question de savoir si nous n'aurions pas ici affaire à le sublime velouté. Alors, nous allons examiner ce velouté de ce pas. La matière magmatique et plasmatique est étonnante. Toujours la même consistance. un peu. La même consistance, alors vraiment curieuse. C'est un mélange entre une soupe et peut-être de l'aligot, hein, quelque chose comme ça. Alors, les teintes gustatives, cher Alain, hein, saturation complète. Je Complètement comprends saturé. Je comprends pourquoi il a envoyé ensuite ces couleurs pop partout. En mangeant ça toute la journée, Bon. on ne peut pas faire... Oh, j'ai perdu ma protection, car moi, je doute de moi-même. On ne peut pas douter que ce soit de la tomate. Enfin, je sais pas, tu sais que tu avais vu, il y avait une dernière histoire récemment à propos des concentrés de tomates. Ils ne sont Bon. pas faits avec des tomates. Ils sont pas faits avec des tomates. Finalement, je me trouve un peu décomplexé. La première fois, nous étions un petit peu plus inquiets de commettre ce sacrilège de manger la Oui, corne on n'est pas allé jusqu'au bout. On s'habitue. On On s'habitue. s'habitue à On tout, s'habitue à incroyable. Quel univers. En Je dois te fait, dire que ça me fait penser à quelque chose d'important. C'est Oui. c'est meubler lorsqu'on est confronté à une œuvre d'art dont, si tu veux, on n'a pas grand-chose à dire. Il faut occuper l'esprit. C'est Il faut vrai. faire œuvre d'imagination. Alors, je dois te dire que quand même cette saturation est en train d'envahir mes papilles. Je vais être obligé de boire à nouveau Oui, moi aussi. un petit vin parce Bon, que on finira un petit peu après. l'épreuve est délicate. Hein. Je crois En tout que- cas, ça nous donne un peu d'énergie pour la suite. Exactement. De la soupe froide. Le tableau 2. Salvador Dali. Les montres molles. Ou la persistance de la mémoire, 1931. Bon, je voudrais pas faire remarquer que les montres coulent comme la soupe de Andy Warhol, mais enfin, je suis tenté tout de même. D'ailleurs, il n'y a pas que les montres et la soupe qui coulent dans ce tableau. Il y a le temps. Un petit peu, j'y reviens, comme une soupe renversée sur une table vide, aux dimensions incalculables, voit l'extension de notre propre table. Jusqu'où? Jusqu'au ciel, finalement. Le temps, l'espace et la fourmi, et les fourmis qui sont en train de dévorer le gousset, Elle nous bête montre. qui nous montre le temps, qui mange le temps qui nous mange, nous. L'artiste s'est insinué dans la nécessité d'écrire lui-même son histoire. Ses désirs d'éternité. L'histoire de l'art, sous cet angle, nous révèle une fin. Celle de l'art et peut-être de l'art pour l'art. Une fin de récit, en considérant l'œuvre de l'artiste comme une production égocentrique. Bienvenue, Père Ubu. Pourquoi, au final, l'homme peint-il? Et que peint-il? Notre société ne peut-elle que consommer l'art comme un moyen de se fabriquer une éternité. Éternité qui a d'ailleurs un coût, et on en a fait l'expérience, un goût, je ne dirais pas indigeste,
mais discutable. Tu veux me dissuader de manger à nouveau de la soupe, hein? Je te vois venir. Mais j'y reviens. Avec toutes ces contingences et toutes ces certitudes du savoir, des grandes expositions, des grandes rétrospectives, est-ce que l'art n'apparaîtrait pas comme une sorte de désir muséographique? Tout conserver, tout préserver, voire absolument tout restaurer. C'est quand même un petit peu la problématique de la scène. En emmurant ses sens, multiples de significations, n'avons-nous pas tué la pérennité de l'art et sa raison d'être? Et son sens, invisible. Je pense qu'il y a là une contradiction. Comment rendre visible l'invisible sans chercher à le voir? Pour entrevoir le sens invisible de l'œuvre, ce qui n'est pas matière, sa substance, il faut bien la voir et la voir bien. Nous le savons aussi, et c'est ce que nous persistons à faire. Il faut des musées, il faut restaurer. Comment faire autrement? C'est bien ce qu'on a fait de la scène. Et le temps presse. Je perçois ce tableau, les montres molles, comme une confiscation du temps. Les courants de la modernité se sont enchaînés à une cadence infernale, comme une course contre la montre, une escalade, un terrorisme théoricien. Sitôt un courant affirmant le sens de l'art, une avant-garde, que ce courant est balayé par un autre. Finalement, toute l'histoire de l'art apparaît comme une succession de langages effrénés, de gens qui ne se comprennent pas d'un mouvement à l'autre. Tu soulèves quand même une bonne question. Moi, je me demande si Léonard de Vinci n'a pas manqué de temps en réalisant la scène. Dali nous inviterait-il à arrêter ce temps pour savourer l'œuvre? Nous inviterait-il à contourner le temps de la méditation? L'art, pour une bonne part, n'a regardé le monde que pour en devenir un lui-même. En montrant cette œuvre, nous inversons le temps, nous le remontons, nous tentons de contrarier le temps d'une histoire et de nous questionner sur le sens de l'œuvre. Suspension, questionnement, énigme, peut-être la nourriture de l'esprit. Le temps invisible s'écoule, et non l'instrument de mesure. Dali donne à voir, me semble-t-il, l'impossibilité de la durée ou du passage, qui transforme non pas l'objet, mais l'observateur, nous. Dans le tableau de Dali, la montre est aussi une nappe ou une serviette, le décor utilitaire de la table. Mais ce ne sont que les fourmis qui mangent, pas les humains au corps absent. Insectes grouillants, rassemblés autour de la tache de confiture ou du morceau de viande abandonné, elles dupliquent le sens que prend l'expression dévoration du temps. As-tu remarqué que l'œil du dormeur est imprimé sur un linge flottant, couvert d'une autre montre molle? Dans l'abstraction hors du temps que constitue le sommeil, il n'y a pas de temps dans l'inconscient. La durée demeure. Le rêveur est à la fois l'objet, le sujet et l'observateur. Il est le metteur en scène, l'acteur et l'auteur de sa propre pièce. Paradoxe. On ne peut ni rêver, ni représenter le temps. Au loin, la surface de la mer s'est changée en miroir métallique dépourvu de vagues. Il reflète le ciel bleu, immuable, en un saisissant contraste avec la mollesse du temps et des chairs. Cette œuvre métaphysique, surréaliste, pourrait aussi bien s'appeler nature morte à la science molle ou l'homme en son temps. Le temps est compté, on ne le voit pas, mais on voit son œuvre. Magritte, encore une scène. N'est-ce pas l'aimable vérité, 1966? Ou la scène reproduite sur un mur. Ah oui, mais quel mur? Celui du couvent de Vinci, Santa Maria delle Grazie. Magritte, par cette œuvre, nous inviterait-il à transformer notre regard, à nourrir autrement un rapport à la création? Les nourritures terrestres sont ici une illusion. Magritte fait acte d'humilité et de farce. L'image reste un leurre, elle n'est qu'une transposition de l'esprit. Serait-elle imparfaite? Soulignerait-elle également la vanité de l'homme? Cette œuvre est une nature morte dont on se souvient qu'au XVIIe siècle, elle est située tout en bas de l'échelle. Elle fait quand même pourtant référence à la scène de Vinci, référence à la grandeur de l'homme et peut-être aussi à sa prétention. Tu vois, je trouve que Magritte nous convient bien. Tu
vois. Nous qui affirmons tout le temps qu'il faut laver le regard pour éviter de se cogner au mur, hein, parce que, en effet, le savoir n'est rien sans la contemplation. Alors, savoir, contempler. Il faut élever son regard, développer sa fin d'art autrement, donc percer l'énigme, passer de l'autre côté. La scène de Léonard se trouve sur le mur du réfectoire de Santa Maria. Elle est déjà une projection de la table des moines sur le mur. Ici, Magritte, dans son interminable dialogue avec la science du langage, le mot et la chose, hein, le signifiant et le signifié, poursuit son jeu de mots surréaliste. Il met en lumière la vérité de la perception et de la représentation qui, au fond, ne peut se transformer qu'en énigme. Avec une technique réaliste, destinée à brouiller les pistes, la fresque est dépouillée d'humain, comme dans les montres de Dali, qui montrent le temps. Elle semble projeter, recouvrir le mur, dont les aspérités demeurent apparentes. Il ne reste que l'essentiel, une surface, une table, une nappe, du pain, du vin et des fruits. On ne saurait imaginer plus de sobriété. Le mur dure plus longtemps que l'homme. Mais en fait, il n'y a pas de soupe. Il n'y a pas de soupe. Donc, nous livrons à du luxe avec cette soupe froide que Warhol a mangée pendant des années tout seul dans sa factory. Ou pas d'ailleurs, hein. Bon. Je voudrais revenir à la suspension de cette table. Je trouve qu'elle donne un caractère fantastique supplémentaire à ce tableau. Magritte, comme les anciens, a pratiqué l'art de l'inscription sur les murs. Il a marqué dans l'immuable le souvenir d'un événement mémorable. Peut-être une tentative désespérée de lutter contre la disparition et la mort. C'est vrai, les murs finissent par s'effondrer. La peinture des fresques se dégrade malgré le savoir-faire de l'artiste. Le tableau s'abîme, tout comme le pain devient sec et poussière. Le fruit est mangé par la fourmi et le vin tourne. La nappe n'était qu'un voile du temps ou l'écran de projection de l'éphémère. Le mur lui-même n'est que l'image du mur. Ah! Si on pouvait arrêter le temps et le suspendre au mur. Si tu parles de suspension, moi j'en ai une à te proposer. Celle-ci. Aïe, aïe, aïe. Malevitch et son carré noir, 1915. Alors là, nous nous heurtons à notre problème de taille. En signant son carré noir sur fond blanc, Malevitch, en 1915, entendait laver le regard à la soude caustique entre nous, hein, en le débarrassant de toute l'histoire de la peinture. Les gens ont peut-être trouvé ça un petit peu prétentieux. Le carré dépouillé de toute souillure et de nombreux artistes, révolutionnaires, utopistes, ouvertement iconoclastes, qui vont s'engager dans cette voie. Clairement donc, la forme pure du carré, plus qu'un renoncement, est le signe d'une purge qui jette aux oubliettes, évidemment, plusieurs siècles de tradition picturale. Programme révolutionnaire. Les fanatiques de l'art, en ce début du XXe siècle en Russie, ne supportent plus la peinture bourgeoise d'ornement. Ils détestent la décoration. Ce sont des révolutionnaires, ils veulent balayer le monde ancien et se consacrer, se dévouer de toute la passion de leur âme slave à la poursuite du lièvre idéal. L'art est tout puissant pour eux. Pas question de cacher le réel et d'entretenir l'illusion. On peut dire que Malevitch, avec son carré noir, est passé à l'œuvre sans objet, pour tendre vers la construction plastique pure, donc vers la seule œuvre réaliste, parfaitement indépendante de toute qualité imitative et de toute émotion. Toute autre représentation est un travestissement, un ternissement, une gesticulation inutile. Le message, il est clair. Quoiqu'un rien hygiéniste, hein, il faut que tout soit propre, sans bactéries ni champignons. Mais pour lui, comme les peintres d'icônes en leur temps, le carré seul permet de construire le monde. Il se suffit à lui-même. Autre renaissance, hein, autre conquête, autre tabula rasa. Le carré ne signifie rien. Il est. Sans quoi le monde serait impossible. À mon grand désespoir, ce fameux carré noir prophétique a quand même très mal vieilli. Voyant l'aplat parfait de son teint se rider inexorablement, comme d'autres, Malevitch, le prophète, n'avait que faire de la matérialité de son œuvre. Face à sa dégradation, je me demande comment maintenir le sens profond, essentiel de cette œuvre, si elle venait à disparaître. Je la trouve si parfaite, dans sa pureté de base. Mais l'artiste aurait dû, par la force de la technique et de la pensée, vaincre la mort et la corruption.
Et Léonard de Vinci, est-ce qu'il y a pensé à ça? La question est posée. Cet artiste aurait certainement eu le pouvoir de changer le monde en une œuvre parfaite, immortelle. Mais la Russie est entrée dans le temps, elle aussi. Les icônes sont loin. À l'homme, désormais, ce dieu mortel, de transformer le monde et de continuer ce projet démentiel de perfection. Faut être un homme pour restaurer, faut être aussi un Russe pour suivre un tel programme utopiste. Et je dois te le dire, malgré ton enthousiasme devant cette œuvre et devant le dépit qui te touche de sa dégradation, elle se dégrade en effet très rapidement. Les crevasses se creusent, le noir se corrompt, la nuit parfaite est lézardée d'éclairs lumineux. On le déplore hautement. Et nous ne saurions imaginer la réaction de l'artiste face à la décomposition de sa composition ultime. Il y a quelques mois, à Paris, la Russie a envoyé des œuvres de la collection Tchoukine à la fondation Vuitton qui s'engageait à les restaurer. Mais que dirait Malevitch? N'y verrait-il pas une suprême ironie? La vengeance du musée, de l'argent et de l'illusion. Retour à la case départ. L'œuvre est mortelle. La préserver ou la restaurer, c'est la changer. Et c'est s'accrocher à l'illusion de la permanence pour éviter cette certitude de la mort. Plus que tout, j'aime les failles de ce carré noir. Je rêve que le blanc s'écaille. Je suis enthousiaste devant la croissance de ces branches blanches dans la nuit du carré, comme si l'arbre s'était nourri du terreau de son cadre. Ouais, je sais que t'aimes bien. Moi, je suis pas d'accord. Le carré noir doit rester impeccablement noir. Quitte à le repeindre, hein, même si ça te plaît pas. Non. De toute façon, si le carré noir est repeint, il sera quand même détruit par sa restauration. Donc pour toi, la scène de Léonard comme le carré noir, à partir du moment où on y retouche, par définition, c'est plus l'œuvre. Pour la conserver, tu la détruis. Bon, essayons avec ça. Oh là! Je reconnais cette œuvre étonnante, signée Hermut, nous nous interrogerons d'ailleurs, dont on peut dire qu'elle a subi une tentative de destruction. Marcel Duchamp. La fontaine de vie ou l'urinoir. N'allons pas trop loin. 1917, à New York, Duchamp, l'exilé d'une culture parisienne qui ne jure que par le pictural, livre au monde le double déviant de la Joconde et du carré noir, son fameux urinoir. Bon, cela coule de source, hein, boire, manger, pisser, c'est la fontaine de vie, quoi. Je peux rappeler un peu l'histoire? Je t'en prie. L'objet inquiétant, ce fameux ready-made de renom, est d'abord une bonne blague, présentée dans un salon d'art qui prétend ne faire aucune sélection des œuvres. Le jury, dont fait partie Duchamp, se range néanmoins au verdict de l'en écarter. En réalisant ce geste iconoclaste, le trublion génial de l'art entendait soulever la question des jugements de valeur. Non, cet objet ne peut être érigé au rang d'art. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais l'œuvre est aujourd'hui dans un musée. Après avoir uriné dans l'œuvre en 1993 et tenté de la détruire à coups de marteau en 2006, et ce pour rendre hommage à l'œuvre et lui restituer sa dignité, Pierre Pinoncelli sera condamné à 3 mois de prison avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve et 15 000 € d'amende pour le remboursement des frais de réparation. En voulant répondre à Duchamp en réactivant la pissotière, pensait-il que l'objet, présenté désormais comme joli, n'avait pas sa place dans le temple d'un musée. Aujourd'hui, emmuré dans un cube de plexiglas, le geste de Duchamp reste mal compris. Car ce n'est pas tant l'objet en lui-même qui a valeur artistique que son prodigieux détournement. Duchamp transforme l'objet le plus repoussant en fontaine, symbole unanimement respecté de la mémoire. Duchamp rit d'ailleurs jusqu'à la fin de cette fétichisation de son jeu d'esprit, révélant ainsi que pour lui, ce qui fait art n'est pas ses composés, mais l'aura immatérielle qui s'en dégage. Si tu permets, tout de même, Oui, une petite réflexion. réfléchissons. Effectivement, la restauration de la scène alors, tu la verrais comme une fétichisation de quelque chose qui n'existe plus, de quelque chose qui est recouvert. Naturellement, on recouvre de brillant ce qui est en train de disparaître et on met à la permanence de l'illusion. En tout cas, ce geste artistique révélateur de Duchamp préparait les voies d'Andy Warhol. J'ai faim, mais j'ai aussi soif.
la pissotière n'est pas indigne de figurer dans le musée des objets chargés de l'intention humaine. Mais j'ai bien envie de prendre la blague de Duchamp au premier degré, n'est-ce pas? Parce que manger, boire, ce sont les actes essentiels de la vie, quoi. J'ai faim, j'ai soif, je mange, je bois. Tout vit, tout mange, tout boit dans le monde. Tiens, bah bois justement. Écoute, je te remercie de ta sollicitude. N'est-ce pas aussi le sens à donner à l'œuvre de Léonard de Vinci? Le Christ change l'eau en vin avant de changer son corps en pain. Duchamp transforme une vulgaire pissotière en fontaine, donc le vil en sacré. En toute chose, il opère cette transformation possible du regard. Il fait du beau et de l'émerveillement une condition du regard et un pouvoir. Duchamp n'est pas dans le faire, il est dans l'agir. Certes, les nourritures spirituelles ne sont pas de même nature que les nourritures terrestres. Mais finalement, le même principe s'applique dans les deux cas. Parce que nous devenons ce que nous mangeons. Moi, je rajouterais que nous devenons aussi ce que nous voyons. Donc, quand j'observe les demoiselles d'Avignon avec un masque africain, je deviens demoiselle d'Avignon avec un masque africain. Tu peux le voir comme ça. À l'époque, ils l'ont pas tous vu comme ça. En 1907, les demoiselles d'Avignon font l'effet d'une bombe. Les 5 femmes taillées à la hache sont annoncées comme le suicide de la peinture. Picasso entend donner le ton et une saveur nouvelle à l'organisation picturale d'une œuvre. Le manifeste du cubisme est aussi une sorcellerie qui anéantit les recettes du bien-faire. La cuisine picturale se jouera désormais autrement. La table est renversée. Ouais, regardez, elles sont toutes excitées comme dans les apôtres de la Seine. Presque autant. La peinture est invention et mélange. Elle dit ce qu'elle sait du monde. La tradition occidentale de la représentation est rompue. L'art s'était endormi sur un confortable modèle. La digestion du nouveau programme sera douloureuse. Une faim comme une soif de nouveauté et de faire exploser ce continuum de la surface peinte. Car certains ne se contentent plus des recettes passées, quand bien même elles auraient été relevées de piment, comme chez les fauves ou chez les nabis. Je crois qu'il va falloir un autre aliment, neuf et en même temps archaïque. Le renouvellement des formes passe, chez lui, par l'Afrique, l'Océanie, les masques, les visages de ces demoiselles. Du piment, quoi. Devenu divinité, à la fois hiératique par la géométrie et animé d'un dynamisme vertical qui fait de leur réunion une sorte de sarabande ou de danse de ménade. N'oublions pas que lorsque Picasso peint les demoiselles d'Avignon, il est imprégné de théories et de pratiques magiques. Cela ne va pas sans compter dans l'appréciation de ses amis. Braque, en premier, qui voit dans cette œuvre monumentale l'assassinat de la peinture. Ses plus proches sont scandalisés. L'artiste espagnol ne respecte aucune règle, pas plus de bienséance que de figuration. Un monde éclaté et 1000 points de vue apparaissent d'un coup de maître. Le ciel envahit les interstices du tableau. Un soleil pointe discrètement qui n'éclaire pas la scène. Voilà des formes qui se mélangent avec une extrême rigueur, dans un lever de rideau retentissant. Rien de ce qui possédait autrefois une signification ne trouve le même sens. Nudité, danse, regard, ciel, intérieur, extérieur, couleurs chaudes et froides, l'arbitraire semble s'installer, mais cette recomposition obéit à des lois internes qu'un siècle de distance nous permet à peine de percevoir. Quelques fruits, au premier plan, cueillis dans la jungle de la modernité, nous renvoient à la table nouvelle. Ah, ça devient intéressant, la table nouvelle, celle qui réactualise peut-être la scène, préparée par l'artiste. Et je peux te dire que le goût va changer. Comme en mangeant la soupe de Warhol. Probablement. En tout cas, ce masque des demoiselles nous renvoie également au masque de la vie sociale et à la surface de projection qu'il représente pour l'imaginaire, pour le désir. Du 1881, Le Semeur de Vincent van Gogh. Es-tu servi? Je le suis. Alors, la faim peut aller jusqu'au geste ultime de se donner à la nature, jusqu'à vouloir faire corps avec elle. On peut être affamé d'une vie rêvée. Van Gogh, interné dès 1889,
presque de manière définitive, donne forme à la germination d'une vie nouvelle. Peut-être cette récolte en germe derrière. La sienne se termine dans la forclusion, mais il livre sa perception d'une communion avec la nature qui donnerait encore ses fruits au monde. L'or, comme les blés, peut être objet de convoitise. Le semeur peut être comme le moine, devant la Seine et de passage. Peut-être n'est-il qu'un vagabond, un marginal, une mention secondaire dans un tableau où le soleil règne avec la puissance des représentations égyptiennes d'Amon-Ra. Celui qui traverse la scène glorieuse de l'aurore, suivi des corbeaux que l'on retrouve dans les dernières œuvres de Van Gogh, semble semer d'or les immémoriales terres labourées, afin que de nouvelles récoltes jaillissent pour nourrir la faim des hommes. Rends-toi compte à quel point, lorsqu'on met en parallèle cette œuvre avec les mangeurs de pommes de terre, est stupéfiante. Ces pauvres mangeurs de pommes de terre qui étaient enfermés dans leur bouge infâme, affamés, écrasés dans l'esclavage du ventre, alors que là, au loin, pousse la première récolte, fille de soleil. Devant nous, au-delà des pas du semeur, d'autres récoltes à venir, dans les combinaisons cuivrées, argentées et relevées de la pile azulie. Nous n'étions pas d'accord, mais je vois dans cette perspective que tu ne peux pas mettre de côté une convergence vers le soleil, cette même convergence que l'on trouve dans l'œil du Christ de la Seine. Nous avons faim d'une transfiguration de la nature et de nous-mêmes par la puissance de ce Dieu solaire. Certes, Van Gogh a griffé au couteau ce besoin comme un prisonnier griffe le plâtre des murs où il croupit dans l'attente. Combien de soldats, souviens-toi, ont griffé les murs du couvent pendant la guerre, qui ont failli la voir disparaître? Ils ont marqué leur empreinte, leur trace. Leur passage, leur être, leur vie. L'aliénation supposée de Van Gogh n'est autre que l'aliénation de l'humanité pour qui la nature et la vie restent autres. Je est un autre, disait un certain Arthur Rimbaud. Voilà qui est bien dit. L'un sème et l'autre récolte. Alors nous voici maintenant dans notre remontée du temps, avec ce déjeuner sur l'herbe, dans une églogue en quelque sorte, mais qui n'est peut-être pas si innocente. En 1863, lorsque Manet peint cette toile, il pense être au plus juste de ce que doit être l'art. Il apprendra à ses dépens que cette page de vérité n'est pas tellement regardable. On lui reprochera son incapacité à respecter la bienséance, preuve de l'hypocrisie d'une époque qui ne voit dans la peinture qu'un ensemble de conventions dissimulant ses travers. Nature et culture, nudité et tenue de soirée. Dans ce tableau à la collation répandue au premier plan, tout se tient dans une étrange cohabitation. Est-ce ce personnage nu, mais honni soit qui mal y pense? Car pourquoi ne se serait-elle pas baignée juste auparavant, et selon la joie et le bonheur et les plaisirs champêtres en toute innocence? Est-ce la quête de l'autre femme, légèrement vêtue, qui a provoqué le scandale? Que cherche-t-elle? Quelle racine? Quel champignon? La forêt n'a pas changé depuis Poussin, mais la fable gréco-latine a disparu. Le peintre, la femme et le poète s'interrogent et interrogent le visiteur. Où allons-nous dans ce monde nouveau? Réponse brutale de son temps. Un académisme subventionné seul dispose du pouvoir de représenter. Pas de question, s'il vous plaît, exécution selon les critères des puissants, et que l'artiste obéisse comme le soldat, sans réfléchir, aveuglément. Mais la question ne peut être biffée, et d'autres sauront répondre. La peinture n'est plus une fable, elle témoigne de la réalité d'une époque, en sortant de sa condition accessoire. Mais la fracture avec la bienséance est consommée. Au XIXe siècle, l'académisme désigne le style officiel très maniéré, très codé, qui s'inspire des grands récits édulcorés de l'histoire de la mythologie. Le et les nymphes
des maîtres les plus raffinés, offriront aux membres masculins conservateurs d'une société répressive et légèrement hypocrite l'occasion de savourer les charmes féminins sous prétexte d'admirer le monde pur et noble de l'Antiquité. Quel beau prétexte. L'art pompier est une véritable mascarade picturale, mais il correspond parfaitement au ton politique de l'époque. On peut se poser la question, est-ce que la scène est une simple décoration murale, sans un contenu plus fondamental que ça? Tu voudrais dire un ornement? Ouais, un ornement. Un passe-temps? Après tout. En attendant, revenons à Monet. Car contrairement à Courbet, on dit de lui qu'il aspirait à la reconnaissance de ce monde de paillettes. Eh oui. Quand même difficile à admettre. Le déjeuner sur l'herbe va moquer avec une innocence discutable les attendus de l'art. Rien n'est désormais à sa place. Les figures sont indépendantes les unes des autres. Celle qui aurait pu incarner encore une muse sage n'est ni dans le tableau, ni à l'extérieur, mais placée au point d'une perspective totalement incohérente. En fait, tu sais ce qu'elle est dans ce tableau? Elle est la Judas de Léonard de Vinci. Avec un peu de chance, elle ramassera la petite bourse d'argent que lui a jetée le boulevardier pour se payer ses faveurs. Les demi-tons, les modelés, aux oubliettes, les clairs-obscurs sont désespérément absents. Si le corps de Victorine est encore atemporel, son visage est indubitablement moderne. En observant le spectateur en face, elle considère les intrus que nous sommes sans manifester la moindre confusion, avec un regard d'une candeur outrageuse. Manet substitue à la nudité historique et iconique de l'adoration une femme qui porte le malheur d'être de son temps. Et c'est l'authentique parodie du mensonge, car elle, cette représentation, est vraie. Elle est aussi vraie que les femmes natives peintes par Gauguin, dans son art halluciné, peut-être plus proche du réel, en tout cas moins menteur. Mais pas de voyage sans risque. Géricault, le radeau de la Méduse, 1818. Affamé, désespéré, perdu, naufragé. L'auteur de cette œuvre relate un sordide fait d'actualité qui deviendra un gigantesque scandale politique. La mort apocalyptique de près de 150 personnes perdues en pleine mer sur un radeau. Un tableau qui reflète le naufrage d'une société à travers l'agonie barbare de malheureux. Certains ont encore faim de salut et espèrent que le minuscule navire à peine perceptible dans le fond les sauvera. À la mort physique, à la soif, à la monstruosité du cauchemar, à la fin se superpose l'inéluctabilité du destin et le doute de l'homme quant au sort de son existence sur terre. À quoi peut-il croire et à quelle force peut-il encore s'en remettre? Si l'œuvre s'inspire d'une triste réalité, elle met en scène une gigantesque dialectique qui coupe le tableau en deux, entre espoir d'un côté, désespoir de l'autre, renoncement, espérance, vie et mort. Même si elle a été soigneusement élaborée, elle cherche à nous convaincre que la peinture peut, désormais, a pour vocation de frapper les esprits. On peut parler de réussite. Horreur dans l'expressionnisme du sujet, cadavres et corps à demi-morts, famine, terreur, fragilité de la planche de salut, submergée par les vagues de l'océan infini. Cette composition est si romantique qu'on ne peut qu'éprouver le plus grand effroi. Mais cette œuvre est aussi l'allégorie des peuples égarés dans l'océan des temps, après tous les naufrages et tous les désastres de l'histoire. La passion des communautés est ici exposée. Peut-être qu'elle représente une certaine vision de l'humanité devenue si malheureuse que le vertige nous saisit quand on s'interroge sur le transport et la destination du navire des peuples. La faim tenaille les humains. Concrètement, il faut manger. Il faut se nourrir ou mourir. Or, le pain qui nourrit l'humanité manque sur ce radeau où nous sommes rassemblés, médusés. Y a-t-il encore place pour d'autres fins quand le désastre et les hurlements envahissent la scène? Ils sont, ici, comme des moines, montés sur la table en attendant le salut. Nous remontons toujours plus avant dans le temps et nous voici au serment des Horaces et des Curiaces de David en 1784. Époque où
les indigestes futilités du rococo vont être balayées. L'homme de la Révolution est désormais avide de liberté, de grandeur et de vertu. Il vomit et congédie les petits plaisirs, les tressaillements de la peinture. Il est prêt à sacrifier la fragilité de l'art pour une cause noble. Il est prêt à mourir et à nourrir des mythes. L'homme est un guerrier inébranlable, elle, la femme, est nourricière. Bien stéréotypé. Mais fini les banquets dans les palais et les fêtes galantes, champêtres. Fini l'insouciance. Watteau n'a qu'à rhabiller ses modèles et les vêtir de tuniques à l'antique, un peu plus pudiques. On retrouvera dans la cour de Napoléon cet engouement pour le style antique, sobriété, dignité. J'y vois le début du puritanisme du XIXe siècle. Après le temps des famines et des révoltes, l'heure est au souper ou à la viande de cheval dans les plaines russes. Tu veux parler de lasagne? Une direction unique s'impose et l'art s'évanouit. Rien de bon n'adviendra désormais dans le hon carnassier castrateur des sentiments. Cette peinture n'est pas d'art, mais d'armes et de béton armé. Une autre scène, on frise, on multiplie. Les armes, comme d'autres, multiplient les pains. Finalement, c'est une veillée d'armes. Absolument. Oh, Chardin, La nature morte au lièvre, 1730. L'homme du XVIIIe siècle aura été un bon vivant. Comme en témoigne cette peinture. Un guerrier comme un lâche. L'œuvre évoque encore les banquets, les fêtes grandioses, les festins et ce moment d'insouciance qui étire le temps. Mais dans ce tableau, comme une prise de conscience, un arrêt sur image, Chardin nous révèle aussi la fragilité de la vie. Le chasseur, après avoir traqué le lièvre, l'abandonne aux cuisines. De corps mort, l'animal devient matière première pour l'aliment vivant et la restauration des vivants. Le mur a disparu. Ne reste que l'accident et la position la plus vulnérable qui soit. Supplice accompli, l'animal redevient objet. Il conserve pourtant sa bouleversante dignité, pattes avant jointes, ses longues oreilles étalées, les yeux fermés. Un reste de son âme flotte dans le cadavre. Sioran disait que la mort nous humilie, car elle nous change en choses. Ce lièvre, humilié, nous renvoie à notre propre humiliation. En plein XVIIIe siècle, au moment où jamais l'assurance dans la puissance humaine n'a été aussi grande. On ne peut s'empêcher de voir aussi dans ce lièvre mort celui de Joseph Beuys, l'artiste, véritable figure de proue de la réactivation des sens au tournant des années 70, s'est enduit le visage de miel et de poudre d'or. Il conte à l'animal mort posé délicatement sur ses genoux toute l'histoire de l'art qui le précède, avec cette acuité éternisée qui signe l'acte et l'instant de la performance. Le lièvre de Dürer est mort, et avec lui l'inquisition de son regard. Le nôtre peut-être aussi, et emporte avec lui cette prophétie. L'homme doit conserver toute sa vie à l'œil, c'est-à-dire à l'esprit. Beuys fait entrer violemment l'art dans le champ d'un quotidien marqué par des préoccupations nouvelles. Si l'art doit exister encore, son but ne peut être que d'éclairer l'homme sur son devenir. L'art est ce qui rendra désormais la vie plus intéressante que l'art. L'art doit changer s'il veut avoir encore un sens. Il doit guérir. Toute œuvre est finalement guidée par cette entreprise. Le chemin de l'art est ce qui permettra une réconciliation de l'homme avec lui-même. Le message est au-delà de l'œuvre. On pourrait dire que Beuys reprend ce lièvre mort au stade où son âme est encore présente et avec son infini, pour sa dépouille, en le prenant dans ses bras, lui enseigne les arts. Mais n'est-ce pas une juste redistribution et rétribution pour ce lièvre qui, de Dürer à Chardin, a enseigné le vif et le mort à l'artiste? L'homme qui chasse deux lièvres à la fois n'en saisit aucun, dit l'adage. Quel est donc ce triple lièvre que nous chassons? Le vif de Dürer, le mort de Chardin et la pietà de Joseph Beuys, parce que c'est une pietà naturellement contemporaine. Qui est cet animal exposé par Chardin dans son dénuement absolu? Va-t-il se retrouver dans une boîte de conserve? Une rabbit soupe?
dans les gamelles des moines de Santa Maria, mais ça ne serait pas une injure. En remontant le temps, nous remontons aussi dans la mémoire et la nuit. Et avec cette Madeleine repentante vers 1638, de la tour vers la longue nuit des méditations nocturnes. Après les tricheurs peints par l'artiste, l'heure est à la réflexion. Méditation, repentance après les excès de plaisir, puritanisme de l'ancienne débauchée, revenu de tout. Dans la pénombre, une flamme, lui, Madeleine, occulte son passé et ausculte les signes d'une nouvelle vérité en germe, le livre épais aux allures de pain. C'est un nouveau monde qui se présente à elle. Dubitative, elle semble caresser encore la vanité qui repose délicatement sur ses cuisses de pécheresse, comme pour se convaincre que ce temps fut. Toute sa vie durant, elle s'est entourée de trop de brillance et de futilité, peut-être de trop d'excès, l'aveuglant de l'essentiel de la contemplation. Et la voilà qui se retrouve face au mystère du sens de sa vie à venir. Elle s'est perdue dans trop d'histoires. On pourrait ainsi dire que cette œuvre est un tableau de genre du XVIIe siècle et que Madeleine est l'incarnation de la nature mourante ou de la méditation janséniste. On penserait alors au duc de la Rochefoucauld, à ses maximes dont la sévérité n'est pas exempte d'humour ou d'ironie. Pourtant, n'y a-t-il pas autre chose ? La méditation ne nous leurrerait-elle point ? Le livre, après le lièvre, ressemble bien trop à un pain. Il est encore question de nourriture. La mèche de la lampe et le fouet de pénitence posé sur la table enserrent aussi le ventre de Madeleine, la croix qui se démultiplie dans la menuiserie et le crâne délicatement caressé par les mains de la repentante sur ses genoux, comme un enfant, nous plonge dans la perplexité. Dernière réflexion, dernier repas, dernière lueur. Et on touche au but, me semble-t-il. On rejoint un nouveau port italien avec ce Caravage et sa mort de la Vierge. Motif scandaleux en 1605. La mort de la Vierge fut l'un des ultimes chefs-d'œuvre du Caravage avant qu'il ne disparaisse tragiquement et qu'il ne meure mal, dans des circonstances douteuses. L'œuvre a pour décor un intérieur pauvre et dégarni, isolé par un lourd rideau rouge, pendant d'un plafond à poutrelles, sans autre meuble qu'un lit de sangle, un siège de bois et une cuvette. La composition s'appuie sur une diagonale descendante, interrompue par le corps horizontal d'une femme, disposée en raccourci inversé, laissant voir ses pieds nus, sales, raides et incongrus. Cette scène de mort est banalisée, ce sont des humains qui pleurent la mort de l'un des leurs. Seul le halo qui cerne sa chevelure permet d'entrevoir une évocation des Écritures et donc de la dormition de la Vierge. La lumière frappe violemment le visage vieilli et sans beauté du corps gisant sur le lit, déposé à la hâte, sa main gauche planant encore dans le vide. La Vierge est représentée comme une femme ordinaire, morte comme toutes les femmes, une mort humaine, réelle, authentique, non aseptisée par une douleur partagée du même ordre. Marie-Madeleine est littéralement recroquevillée sur son chagrin et les hommes sont partagés entre colère et désespoir humain. Cette scène, à l'époque, fut jugée durement, scandaleuse même, indigne et indécente, dénuée de tout contenu spirituel, privée de l'élément essentiel, surnaturel, caractérisant l'Assomption. Au pied de la Vierge trône encore le bassin de vinaigre destiné à la toilette des morts, et la légende rapporte que Caravage aurait choisi le modèle du corps d'une prostituée retrouvée noyée, un corps ballonné, gonflé par les souffrances de l'agonie. On pleure la mort d'une femme du peuple. C'est une scène d'asile de nuit. L'angoisse des assistants semble avoir un sens infini, ineffaçable, par cet éclat dévastateur de la lumière qui, en luttant avec l'ombre, révèle la profondeur d'une sacralité humaine. Pour la première fois, un artiste se concentre sur l'authentique réalité de l'existence humaine. Sa gloire, comme la sordide finitude de la chair,
je sens que nous touchons à quelque chose d'assez essentiel. La sacralité est l'expression seule de la vie intérieure. Elle est vraie, elle est dans le réel, qui en constitue la signification la plus authentique. On ne peut pas, d'une certaine manière, imaginer représenter des choses aussi essentielles comme un leurre. Dans ce tableau, le ciel est rouge, le manteau de la Vierge est rouge, comme le manteau que les soldats romains jetèrent par dérision sur les épaules de son fils. L'incarnat de la composition nous renvoie à l'incarnation, à la royauté, à la chair et à la mort. La chair blanchie ne conserve plus les traces du supplice. La Vierge morte est devenue chose comme dans le lièvre. Cependant, elle demeure en suspension, comme portée par les vivants. Splendeur de l'esprit, noirceur de la chair, lumière de la grâce, ombre du péché, la lumière qui perce les ténèbres, l'ombre qui absorbe les corps, sont la substance même du sens de l'existence. Mallarmé. Mallarmé. Mallarmé, Léonard de Vinci, il n'y a finalement qu'un pas. Ou un pont. Dénouement. Romain. Alors voici notre dernier tableau. Voici donc la scène, composée de 1494 à 1498 par Léonard. Mais es-tu en train de me montrer la vraie ou la fausse? C'est vrai qu'on a dit un petit peu de mal de Léonard de Vinci, d'Andy Warhol. Quoique, peut-être qu'à force d'en dire du bien, on en a dit du mal aussi parfois. Hein. Aussi. Des sérigraphies, la reproduire ad aeternum. Face à cette fameuse restauration qui va nous occuper un instant, ne devons-nous pas revoir notre jugement de valeur à propos de l'œuvre de Warhol? Le propos introductif que nous avons tenu était-il juste? Ne trouvons-nous pas une autre réponse possible à la démultiplication en nous penchant maintenant sur l'histoire exacte de cette scène de Vinci à la lueur de tous les tableaux que nous avons analysés? La démultiplication que nous a proposée Warhol n'est-elle pas aussi une voie possible pour étirer le temps et affronter la mort? L'œuvre de Warhol serait-elle donc à ce point dépourvue de la consolation de l'au-delà? Rien ne permet de l'affirmer. Rien ne permet d'affirmer que sa conscience juste d'une époque anéantisse pour autant tout questionnement sur le sens à attribuer aux choses. Alors cette scène de Léonard, donc, dans le réfectoire du couvent de Santa Maria, se dégrade sans interruption. On la voit déjà pas très bien, mais ça rajoute à l'idée de la dégradation. Depuis sa composition, elle se décompose à proprement parler. Dès 1517, le secrétaire du cardinal Louis d'Aragon constate, et je le cite, « C'est un merveilleux ouvrage qui commence à s'abîmer, soit par l'humidité, soit par quelque malfaçon, je ne sais. » Eh bien, ces deux hypothèses continuent à prévaloir, et elles président à l'acharnement technique à conserver et à restaurer ce qui disparaît. Note bien, je te prie, cette fresque se trouve dans un réfectoire. On sait qu'à l'époque, Léonard de Vinci se promène, il est occupé par d'autres chantiers, donc son esprit est aussi ailleurs. En 1726, le premier restaurateur, Michelangelo Bellotti, peintre, initie son entreprise. En menant des opérations littéralement chimiques, il va laver la fresque avec de la soude ou de la potasse avant de la repeindre. Bon, on lave bien aujourd'hui les poulets avec de l'eau de Javel. Je te fais remarquer que laver le regard avec de la soude, finalement, ça a commencé depuis un certain temps. Malevich n'est pas le premier. Jusqu'à quel point? Quel est l'effet de la soude? En tout cas, cette première agression de sauvegarde est suivie de quantité d'autres, toujours plus efficaces. Si l'on peut dire, et malgré un bombardement, en 1943, qui détruit une grande partie du monastère, le mur du réfectoire conserve les aliments toujours frais de la Seine. Alors, puisque ces deux explications n'ont pas varié, mais se sont affinées, reprenons-les. La première serait que l'humidité est la cause première de la dégradation. D'accord, tu veux dire que... Menons l'enquête. Oui, par rapport à ce premier point. Le lieu est humide, donc on peut penser que le salpêtre, des parasites, des champignons, des tout bactéries, ça soit à l'origine d'une dégradation accélérée. du vivant qui se nourrit de tout ça. C'était ton premier point.
Deuxième hypothèse, Léonard aurait employé une technique inadaptée aux conditions du couvent. Alors, je te suggère d'interroger Pinem Brambilla Barcillon, la dernière restauratrice de la scène. Elle n'a pas fait l'unanimité. Eh bien, selon elle, la technique de la buen fresco consistait à appliquer directement les pigments sur l'enduit encore frais, ce qui assurait une excellente conservation à l'œuvre. L'artiste fixait chaque jour une partie de la fresque à peindre, qu'il appelait une giornata. Seulement, Léonard ne pouvait se satisfaire d'une telle contrainte. Il a donc appliqué une technique personnelle qui lui permettait de peindre quand bon lui souhaitait et qui autorisait les retouches. Bon, on sait pourquoi. S'il est occupé par plein de chantiers, notamment son fameux cheval, tous ces Statue équestre, tous ces de Milan, des petites Sforza. recherches sur ses premiers dessins, des armes de... On sait qu'il est occupé, il a besoin de temps. Entendu, reprenons et retenons 3 éléments essentiels et significatifs qui permettront peut-être de proposer une autre interprétation que celle qui a été donnée jusqu'à présent. Léonard, premièrement, ne pouvait se résoudre à peindre selon le calendrier et les contraintes horaires, sachant que ses propres contraintes artistiques étaient infiniment supérieures. Deuxièmement, il ne pouvait surtout pas admettre que la fresque prit une forme définitive, malgré lui, interdisant les retouches et les repentirs, fixant donc le mouvement de sa vie spirituelle et la figeant en choix définitif. Faudrait-il entendre par là qu'il voulait que sa peinture vive? En tout cas, il a peint à sec, sur une pellicule de chaux blanche, afin de rehausser les couleurs de son œuvre, sachant sans nul doute que la technique qu'il a inventée ne pourrait assurer sa pérennité. Eh oui, il est allé trifouiller sous le capot de la création d'une certaine manière. Ça me plonge dans la perplexité et je crois qu'on pourrait peut-être tirer une hypothèse bien improbable, mais qui correspondrait à la personnalité et à l'œuvre du génie universel de la Renaissance concernant cette œuvre. Et si la scène avait été programmée pour disparaître avec le temps, puisqu'elle incite à la réflexion sur les nourritures célestes et terrestres en lien avec la contemplation et les arts. Quand on avance des arguments tels que ceux-ci, il va peut-être falloir développer. La scène est le dernier repas du Christ, celui où il change le pain en son propre corps divin et le vin en son propre sang divin. Nous pourrions peut-être revenir sur l'événement évoqué en lui-même. Tu as parfaitement raison. Recontextualisons dans dans la religion et dans l'art. Lors de ce repas, le Christ sait qu'il va mourir et que toute nourriture est destinée à passer avec le corps qui le consomme. Il sait aussi qu'il doit laisser non une trace de son passage, mais la permanence de son esprit est fondée, un corps nouveau, incorruptible, son Église. Léonard n'ignore rien de toutes ces dimensions, et il inscrit dans le corruptible et le mortel la fresque, la représentation de ce moment, échappant à tout acharnement morbide à conserver les corps mortels dans un état de momification absurde ou pathétique. D'accord. Donc, si je te comprends bien, si je te suis bien, son œuvre ne peut être ni mise en boîte, ni stérilisée. Il faut laisser faire les bactéries. Elle célèbre la vie en consentant à la mort, car ce qui compte dans le dernier repas, ce n'est pas la mort annoncée du rabbi de Nazareth, mais c'est la vie de l'esprit donnée en abondance, en qui les formes passées peuvent se renouveler dans les formes nouvelles. De même que la Joconde est le signe visible de la perception de l'invisible, et une allégorie privée, pour Léonard lui-même, de la contemplation, la scène serait-elle le signe visible de la finitude de tout et l'affirmation d'une certitude, le même souffle qui l'a conduit à créer des œuvres où palpite l'éternité, animera ainsi d'autres artistes après lui, tant que l'œil et l'oreille seront ouverts sur une certaine perception du mystère chaleureux de la condition humaine. Mystère chaleureux. Et si nous prenions enfin en considération le réseau de toutes ces significations qui unissent l'œuvre à son environnement, à son mur, à la finalité du lieu qu'elle était destinée alors à orner peut-être. Effectivement, la scène se trouve dans le réflectoire d'un monastère,
que les couleurs éclatantes de l'origine se fanent peu à peu, ne pouvaient manquer de renvoyer au ternissement progressif des corps et à l'épreuve de la durée, dont toute fin est la mort. Tel était le message adressé aux moines et à tous ceux qui devaient passer devant cette fresque. Cependant, ce message n'a rien de désespérant. Les lignes, perçues et recomposées par les mains de Léonard, les couleurs aperçues et confectionnées par le savant, la tendresse et le regard bienveillant de la nature sur les pas hésitants de l'homme ne disparaîtront jamais, quand bien même le maître repose sous terre. Longue méditation donc à travers la contemplation sur la fugacité des repas et des banquets. L'invisible est devenu visible un bref instant dans le mortel sur un mur. Les pierres dressées sont destinées à s'effondrer, mais visiblement, suivant cette hypothèse, l'esprit est éternel. Le temple du corps peut être détruit, mais la résurrection auquel croyait Vinci le révèle à jamais. Léonard était imprégné des connaissances hermétiques, alchimiques, et des spéculations florentines sur l'ordre du monde, entre micro et macrocosmos, et ce grand expérimentateur achève comme il a commencé, par un regard curieux et émerveillé sur le monde, dans l'assurance rassurante que l'homme peut à la fois concevoir le mystère, le représenter et s'incliner devant lui. Donc en 2 mots pour finir, si la vie est mouvement comme l'écrivit Léonard, alors le mouvement ne saurait être figé. Ce qui expliquerait donc que cette scène ait été conçue pour se dégrader progressivement. Quoderat demonstratum. Merci à vous. Merci. Allez. Cher ami moine. Merci. Merci à vous. Merci de votre attention.